Pour le groupe UMP, Monsieur Cherpion. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Après l'échec de la négociation qui a eu lieu avec les partenaires sociaux en janvier dernier, le gouvernement a tranché avec ce projet de loi relatif au dialogue social. Et finalement, ce texte traduit une forme de désillusion vis-à-vis du dialogue social qui constituait une des grandes ambitions du candidat Hollande. Alors, ce projet de loi arrive dans un contexte d'augmentation du chômage, on peut quand même le regretter. Et ce matin, les partenaires sociaux nous disaient que finalement, il n'aurait de toute façon aucune incidence sur l'emploi, ce qui est vrai, et ce qui d'ailleurs n'est pas forcément l'objectif de ce texte. Alors on a effectivement des avancées en matière de simplification, mais il n'y a pas véritablement de grande ambition réformatrice, mais j'y reviendrai. La création des commissions TPE, je pense que ça correspond vraiment à une nécessité, et je trouve que la possibilité d'avoir effectivement cette mise en place concerne 4 600 000 salariés, et là je crois qu'effectivement c'est une bonne chose. Concernant la réforme des IRP, c'est-à-dire les articles 8 et 9, dans les entreprises de 50 à 300, avec l'élargissement et la modulation de la DUP, la délégation unique du personnel, moi je m'interroge pourquoi ce seuil de 300. Je m'interroge pourquoi ce seuil de 300 et pourquoi finalement ne pas aller peut-être plus loin en allant jusque peut-être 1000 salariés de façon à simplifier effectivement le système de façon plus importante. Pour les entreprises de plus de 300, on a effectivement la possibilité de regrouper des IRP à la carte et par accord majoritaire. Mais si ces mesures constituent des avancées, il faut qu'on ait plus de souplesse pour les entreprises. Je crois qu'il faut véritablement qu'on aille plus loin. Et rien n'est proposé par rapport au seuil de 50 salariés. Et dans votre propos, Monsieur le Ministre, à aucun moment vous n'avez prononcé le mot seuil. À aucun moment. Et selon une étude d'ailleurs de la CGPME, le franchissement des seuils apporte un nombre important d'obligations supplémentaires, de 35 obligations, majore finalement indirectement le coût de l'heure travaillée de près de 4%. Et je reviens sur une de vos propositions que vous aviez faites publiquement. Vous aviez proposé de suspendre les seuils pour une durée d'1 an, et je souhaite que vous nous expliquiez pourquoi à ce moment-là vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre volonté qui me paraissait tout à fait excellente. Sur la rationalisation de l'agenda social des entreprises, là, je dirais félicitations, Monsieur le Ministre. Le passage de 17 obligations d'information à 3 grandes consultations me paraît effectivement un beau passage. C'est tout à fait bien. 12 obligations de négocier selon les périodes différentes en 3 blocs, vous l'avez rappelé, c'est pareil, c'est effectivement très bien. Ça va dans le bon sens, mais en fait, le projet de loi réorganise les obligations existantes, mais en fait, il ne les simplifie pas. Je trouve que là, à ce niveau-là, il met de l'ordre dans les obligations. C'est un fouillis, c'est vrai, dans le Code du travail, ça se chevauchait, etc. Mais vous précisez bien dans le texte qu'aucun thème de négociation ne pourra être supprimé. Et je pense que là, on a, sans parler donc de suppression, mais peut-être faut-il y avoir une fusion qui aurait pu être envisagée. Il y a un problème sur l'accès à l'article 15, c'est-à-dire la négociation des entreprises sans délégué syndical et le problème du mandatement. On a senti ce matin, au travers des différentes auditions qu'on a pu entendre à cette table, qu'il y a un problème au niveau du mandatement, qu'on avait déjà connu d'ailleurs dans l'application de la loi sur les 35 heures, puisque ce système existait déjà à cette époque. Et j'ai eu plutôt l'impression que les partenaires sociaux sont aussi hostiles globalement à cette proposition. Sur les intermittents, alors là, les intermittents du spectacle, moi ce qui m'inquiète, c'est effectivement, j'adhère tout à fait aux propos qui ont été tenus par Jean-Patrick Gilles. Ce qui m'ennuie, c'est la mise en place d'un mode dérogatoire de négociation, c'est bien un mode dérogatoire de négociation qui est mis en place. Et les professionnels pourront donc proposer leurs paramètres propres d'indemnisation et le proposer aux partenaires sociaux interprofessionnels qui négocient la convention de l'assurance chômage. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'inscription dans la loi, c'est un geste politique qui crée un précédent qui risque d'être dangereux parce qu'on peut avoir d'autres professions ou d'autres groupes de professions qui peuvent à un moment donné demander finalement à sortir de la convention générale de l'assurance chômage pour des spécificités qui existent d'ailleurs. On peut penser aux travailleurs saisonniers ou des choses comme ça.
Sur le projet de mise en place du compte personnel d'activité, là je suis un peu étonné parce que je vous retournerai le compliment que vous m'aviez fait lorsque j'ai déposé ma proposition de loi, Monsieur le Ministre, puisque vous m'aviez dit oui, vous n'avez même pas consulté les partenaires sociaux. Or, dans le cas présent, je peux vous retourner le compliment puisque vous n'avez pas respecté l'article L1 en inscrivant cette mise en place d'un compte personnel d'activité qui finalement est plutôt un titre d'appel, un article d'appel pour satisfaire une partie de votre majorité, certes, mais moi je serais dans votre majorité et j'aurais ce titre d'appel, ça ne me suffirait pas pour dire ce que je trouve intéressant dans cette affaire. En fait, il y a quand même des questions qui se posent, c'est le financement de la portabilité des droits, comment éviter une nouvelle hausse du coût du travail par rapport à cette proposition, et comment éviter les effets contre-productifs, en particulier pour l'embauche des seniors. Alors la création de la prime d'activité, moi j'avais cru comprendre, Madame la Ministre, mais là j'avoue qu'après un bon d'Afalgan sera utile ou je ne sais quel, parce que j'avoue que je trouve ça d'une complexité. Je n'ai pas retrouvé tous les éléments que vous nous avez expliqués à l'intérieur du texte. Ceci étant, on parle des bénéficiaires. Au niveau des bénéficiaires, au niveau de la PPE, on avait à peu près 6 300 000 foyers fiscaux qui étaient intéressés. Au niveau du RSA, on avait 700 000 personnes. Et au niveau de la prime d'activité, on va retrouver environ 2,8 millions de personnes qui vont être à ce niveau-là susceptibles de bénéficier de cette prime. Donc il y a... Pardon, sur 5,6 millions, sur une base de 5,6 millions. Donc on a vraiment... J'ai l'impression qu'on a un problème à ce niveau-là. Moi, j'ai quand même une difficulté à comprendre. Alors, vous allez certainement m'expliquer, et je vous en remercie par avance. D'autre part, se pose effectivement le problème de l'élargissement aux apprentis, si j'ai bien compris, dans des conditions un peu complexes, mais ça, on y reviendra, je pense, dans l'étude du texte. Et en fait, finalement, globalement, la cible de la nouvelle prime est réduite. Globalement, on aura moins de personnes qui seront touchées, et même si pour certains ce sera plus intéressant, il y a quand même pas mal de perdants dans cette affaire. À peu près 820 000 ménages vont être perdants dans si mes comptes sont à peu près justes. Alors elle intègre les salariés mais exclut donc étudiants et salariés et apprentis, ce qui n'est pas forcément choquant. Je partage la manière dont vous avez analysé les choses, mais qui pour autant nécessite d'avoir une explication peut-être plus fine, mais ça viendra, sur le niveau de l'indemnisation. Je m'en arrête là, Madame la Présidente, sur votre rappel à l'ordre. Merci, Monsieur Cherpion.